Deuxième journée de la visite d'État du président de la République dans les régions du Kabadougou et du Folon. Dans ce 20h, les temps forts des étapes de Minignan et de Kaniasso. Temps fort de ce moment d'échange entre les populations et les chefs de l'État avec nos envoyés spéciaux dans le Denguélé. L'actualité politique, c'est aussi l'ouverture du 4e congrès extraordinaire du FPI, le Front populaire ivoirien, 4e congrès autour du thème 2015 pour la paix, la réconciliation et le progrès social. Le changement, c'est maintenant. Dans ce 20h, nous irons à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où s'est ouverte une concertation organisée par le JIABA. Un seul point à l'ordre du jour, le bilan de la stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le Burundi est toujours marqué par des manifestations contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Au moins 2 morts et une dizaine de blessés ce jeudi. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue. Vous aurez, comme tous les jeudis, le dossier de la rédaction qui sera consacré aujourd'hui aux effets néfastes de l'utilisation de faux cheveux, de faux ongles et de faux cils. Difficile d'être belle pour certaines femmes sans artifice. Ce dossier dans une dizaine de minutes. Comme annoncé dans les titres, le président de la République poursuit sa visite dans le nord du pays. Le chef de l'État est depuis hier dans les régions du Kabadougou et du Folon, dans le district du Denguélé. Rappelons qu'Alassane Ouattara est arrivé hier à Odiéné, capitale du Denguélé, pour 5 jours d'échanges directs avec les populations de ces différentes régions. Ce jeudi, 2e jour de cette visite d'État, le président a communiqué avec les populations de Minignan et celles de Kaniasso. Comme dans les autres régions qu'il a visitées, le président de la République a parlé de développement, de paix, de cohésion sociale, de réconciliation. Il a aussi parlé de l'alliance des oufoutistes. Vous aurez les temps forts de cette 2e journée dans l'édition spéciale présentée en direct du Denguélé par Abiba Dambélé dans une vingtaine de minutes. Du 25 au 29 mai prochain, le groupe de la BAD tient ses assemblées annuelles ici à Abidjan autour du thème « L'Afrique face aux nouveaux paysages mondiaux ». Avant la tenue de ces assises, la rédaction économique retrace les origines, mais surtout les missions de la Banque africaine de développement. Noël Niagno. Le FPI, Front populaire ivoirien, se prépare à la reconquête du pouvoir d'État. Ce jeudi, le 4e congrès extraordinaire du parti s'est ouvert au Parc des Sports de Treichville. Un congrès qui se tient sur fond de crise, de scission dans le parti, mais malgré ces dissensions internes, le FPI se veut aujourd'hui plus ouvert et prêt à offrir aux Ivoiriens une alternance politique réelle. Ce congrès extraordinaire sera marqué par 2 grands moments. Le premier moment, c'est la validation de notre projet de société, de notre programme de gouvernement. Le deuxième moment, c'est la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle de 2015. En présence des représentants des partis politiques, des institutions internationales, diplomatiques et des organisations de la société civile venus soutenir le FPI, Pascal Affi-N'Guesson a affirmé sa volonté de conduire le parti vers la renaissance. Instruit de ce que les catastrophes sont rarement le fruit du hasard, que le temps des crises est dans l'histoire un temps d'inventaire, d'invention et de créativité, nous avons fait le choix de la renaissance. Nous avons fait le choix du progrès. La crise qui a divisé le FPI est passée. La présence massive des militants lui confère la légitimité. C'est aussi le signe que les Ivoiriens sont prêts pour le changement, a affirmé Affi-N'Guesson. Le changement maintenant, c'est le programme de l'espérance. Nous y croyons fermement parce qu'il est l'aspiration profonde, l'écrasante majorité de nos compatriotes. Oui, le changement maintenant pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire démocratique, libre, prospère. La renaissance pour le FPI n'est pas une rupture avec la vision du parti. Le 4e congrès extraordinaire du FPI, au terme duquel sera désigné le candidat du parti pour la prochaine présidentielle, est un engagement à continuer le combat du parti.
Rendons-nous à Yamoussoukro où s'est ouverte une concertation organisée par la commission technique du GIABA. Un seul point à l'ordre du jour, le bilan de la mise en place de la stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Les détails avec Jean-Jacques Okwame. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, a développé de 2011 à 2014 une stratégie d'intervention auprès des 16 États membres à travers la mise en place des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est pour évaluer ce dispositif conformément aux 40 recommandations édictées par le GAFI, Groupe d'action financière, que les experts et partenaires internationaux sont réunis à Yamoussoukro. À la cérémonie d'ouverture, le directeur général du GIABA a révélé que les 16 États, Sao Tomé et Principe, et les 15 pays de la CEDEAO ont fait des progrès dans l'amélioration des dispositifs nationaux. Aujourd'hui, nous pouvons dire, si nous avons atteint le niveau que nous indiquons, à savoir sur 16 pays, seul un pays aujourd'hui est soumis au processus de suivi renforcé, c'est que des moyens sont mis en place. Il y a cette stratégie de mutualisation des moyens qui vient combler les gaps des pays faibles. Les pays font ce qu'ils peuvent et nous les encourageons à aller au-delà pour des résultats encore meilleurs. Des résultats encore meilleurs, c'est l'objectif visé par le second cycle des évaluations mensuelles des États membres du GIABA basé sur les normes révisées. Le représentant du ministre chargé de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire a souhaité l'adoption de l'avant-projet de loi uniforme contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les États de l'UEMOA. Après cette réunion, ce sera au tour du comité ministériel du GIABA de se rencontrer à Yamoussoukro ce samedi en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les ministres de l'économie, de la justice et de la sécurité des 16 États membres du GIABA auront à proposer les mesures de mise en demeure des États défaillants. C'était le compte-rendu de Jean-Jacques Okwame. L'actualité dans le domaine économique, c'est aussi la volonté des autorités compétentes de normaliser et de sécuriser les factures. Ce sujet était au centre d'une rencontre avec les imprimeurs agréés reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Des précisions avec Grace Kando. Dans le but de lutter contre les fraudes et la contrefaçon, l'État ivoirien a mis en place un comité de suivi du programme de normalisation et de sécurisation des factures normalisées. Comité composé de la Direction générale des impôts, de la Chambre de commerce et d'industrie et de partenaires en charge de la sécurisation des factures. En vue d'améliorer la procédure de gestion du régime d'édition et de sécurisation, une rencontre a eu lieu entre le comité de suivi et les imprimeurs. Le bilan des activités menées en 2014 a été dégagé à cette occasion. Sur 13 599 autorisations émises par la Chambre de commerce et d'industrie, 13 537 ont été traitées, soit un taux de 99,54%. Un bilan jugé plutôt satisfaisant par l'ensemble des acteurs concernés. Toutefois, des efforts restent à faire. Il y a certains points encore qui sont là, qui sont un peu obscurs. Il n'y a pas de communication. Pour répondre aux différentes préoccupations, plusieurs décisions ont été prises. Un mécanisme de surveillance du process qui a été mis en place donc, au niveau de la Chambre de commerce pour s'assurer que les délais d'exécution des ordres de travail en vue de la fabrication des factures sont respectés. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire détient l'autorisation de produire et de délivrer les factures normalisées par une convention signée avec la Direction générale des impôts en juin 2005. Je l'annonçais en début de journal, à partir du 25 mai prochain, le groupe de la BAD tient ses assemblées annuelles ici à Abidjan avec pour thème principal l'Afrique face aux nouveaux paysages mondiaux. Avant la tenue de ces assises, la rédaction économique retrace les origines mais surtout les missions de la Banque africaine de développement. Noël Niagno. BAD, Banque africaine de développement. Il y a plus d'un demi-siècle que la séance inaugurale des gouverneurs s'est tenue à Lagos, au Nigeria. C'était en novembre 1964. Séance inaugurale précédée le 10 septembre de la même année de la signature de l'accord de création avec 25 États membres ayant libéré 65% du capital. Sa mission, lutter contre la pauvreté, promouvoir le développement et encourager les échanges au sein des pays membres.
date depuis des opérations en direction des États 1967. Pour cette lutte contre la pauvreté et la promotion du développement, 2 principes guident les actions de la banque en direction des bénéficiaires. 1. Lorsque la BAD accorde un prêt, elle n'autorise les retraits que pour couvrir les dépenses relatives au projet au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. 2. La banque s'assure que le produit d'un prêt consenti ou garanti par elle est employé exclusivement aux fins pour lesquelles le prêt a été accordé. Sur cette base, durant 25 ans, la banque a fonctionné avec l'argent des Africains. Son capital de départ, 1,4 milliard de dollars, est passé à 3,2 milliards, puis à 6 milliards à l'ouverture du capital aux pays non régionaux en 1982. Le capital aujourd'hui est de 32 milliards. Le nombre de pays a presque doublé. Ils sont 54. Pour la gouvernance de la BAD, on note au niveau suprême le conseil des gouverneurs, où chaque État membre est représenté par un gouverneur, généralement le ministre en charge de l'économie et des finances. Ce conseil formule les directives générales concernant les politiques de la banque. Le conseil des gouverneurs peut déléguer tout pouvoir au conseil d'administration, composé de 9 membres élus par le conseil des gouverneurs pour un mandat de 3 ans. Le conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations de la banque. Dernière personnalité à être élue par les gouverneurs et de loin la plus importante, le président du groupe de la BAD. Il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Depuis la création de l'institution en 1963, on en dénombre 7. Le dernier en date est le Rwandais Donald Kaberuka. Pour sa succession, ils sont 8 candidats en lice, dont une femme. Ce président élu aura à sa disposition plus de 1500 agents de toutes les nationalités à son siège ici, à Abidjan, ouvert en 1964. Le reste de l'actualité, les responsables du Forum national du PDCI étaient récemment face à la presse nationale et internationale avec comme message essentiel la promotion de l'appel de Daoukro. Alassane Ouattara, investi candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. C'est l'aboutissement de l'appel de Daoukro. Cette initiative de Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, a suscité des oppositions dans les rangs de son parti. Ces opposants, selon le Forum national du PDCI RDA, présenteraient ces derniers jours cette alliance comme contraire à la ligne de conduite tracée par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette structure spécialisée du PDCI RDA explique une fois encore l'intérêt de la candidature unique au RHDP. Le président Henri Konan Bédié, animé par son sens élevé de l'État et de la cohésion nationale, a invité les militants du PDCI-RDA à taire les ambitions immédiates afin de promouvoir l'intérêt supérieur du pays lors du discours historique de Daoukro. Le Forum national du PDCI-RDA félicite le président de son parti, Henri Konan Bédié, et son jeune frère Alassane Ouattara pour leur clairvoyance à conduire la Côte d'Ivoire vers l'émergence. À cette conférence de presse, il a été rappelé aux délégués communaux, départementaux et régionaux du Forum national du PDCI-RDA leur mission, mobiliser pour la victoire d'Alassane Ouattara, le candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Les jeunes du RDR ont invité la jeunesse ivoirienne à soutenir la vision du président de la République, celle de faire de notre pays, la Côte d'Ivoire, un pays émergent en 2020. C'était au cours d'une conférence de presse organisée au siège de leur parti, le RDR. Le point avec Hamza Diaby. Il y a tout juste quelques temps est née la CNC, la Coalition nationale pour le changement, pour, comme elle le dit, tenir tête au RHDP et pousser dehors le pouvoir en place. Ce changement, le RJR, le Rassemblement des jeunes républicains, en doute. Selon son président, Sansanda, la nouvelle coalition est composée d'hommes dont les faits et les actes témoigneraient contre eux. Veulent-ils revenir pour assouvir leur dessein macabre, inachevé, qui a été interrompu par la force des urnes? Veulent-ils rééditer l'exploit cynique de massacrer plus de 3000 Ivoiriens, comme cela a été le cas pendant la crise post-électorale? Sansanda invite la jeunesse à prendre conscience qu'elle est l'avenir. Il lui demande par conséquent de ne plus permettre que le pays soit à genoux. J'engage toute la jeunesse à opérer ne serait-ce qu'une petite comparaison entre là où nous étions hier et la position de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Dire que Alassane Ouattara
a pris la Côte d'Ivoire dans des conditions où il n'y avait absolument rien dans les bureaux. Et en moins de 4 ans seulement, il est arrivé à ce résultat. Il faut s'appeler Alassane Ouattara pour pouvoir relever ce défi. Selon le premier des jeunes républicains, un homme du calibre d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire est une chance dont il faut profiter. Le RJR entend faire un bilan à mi-parcours de ses activités après la tournée de sensibilisation qu'il entame ce vendredi. Sachez qu'aujourd'hui, 21 mai 2011, cela fait exactement 4 ans que le président Alassane Ouattara a été investi. La rédaction de RTI 1 et RTI 2 vous proposera une émission bilan après la visite d'État qu'effectue le président de la République dans le Denguélé. À présent, le dossier du 20h. Être belle sans artifice, eh bien, le challenge est grand. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à recourir à la beauté en faux, c'est-à-dire à l'utilisation de faux cils, de faux cheveux et de faux ongles. Des accessoires qui apportent sans doute un plus au charme, mais cette pratique n'est pas toujours sans inconvénient. Le dossier de ce 20h, Guillaume Zéré, Patricia Omou, Etia. Comment attirer les regards, charmer les yeux, être belle? Les artifices sont là pour sauver les apparences. C'est ainsi que les faux ongles, faux cils ou faux cheveux sont de plus en plus utilisés. Tenez, les faux ongles. Leur popularité remonte à la Grèce antique. Et à cette époque, ils étaient portés par les femmes des familles royales. C'est vers 1950 qu'un dentiste américain eut l'idée de rallonger les ongles des artistes avec de la résine dentaire. Le succès fut immédiat. Et les esthéticiennes en ont fait leur affaire, jusqu'à l'apparition dans les années 70 des ongles américains. Depuis lors, les innovations se multiplient et les gammes de ce produit de plus en plus variées. L'exemple de la Côte d'Ivoire. L'alpha qu'on pose, ça ne gâte pas les ongles, franchement. Ça ne gâte pas, le contraire, ça élance les doigts, ça rend les doigts jolis. Ça embellit mes doigts. Et puis j'aime bien avoir les ongles, c'est tout. Un succès tout de même mitigé. Incontournable pour les unes pour se refaire une beauté, mais inutile pour les autres qui préfèrent le naturel. Quand je mets, mes doigts s'enflent. Donc c'est pour ça que je vide ça. Je préfère laisser mes ongles pousser naturellement. Ça me faisait des creux dans les doigts. Ça me faisait des creux, ça rongeait au fait. Les faux ongles rongeaient mes ongles et ça les fragilisait. Vous avez vu un médecin? Non, je n'ai pas vu de médecin. J'ai pris la décision déjà d'arrêter. Mais depuis que j'ai arrêté, je me suis rendu compte que les creux, comme vous le constatez, ont disparu. Du côté des spécialistes, on déconseille cette pratique. Récemment, j'ai même reçu une dame qui a posé des faux ongles et qui a commencé à avoir des mycoses au niveau des ongles. C'est-à-dire que l'ongle s'est décollé au niveau de sa partie distale et on avait l'impression d'avoir des détachements d'ongles en dessous de l'ongle. Voilà. Donc c'est des dystrophies inguéales que nous, qui avons l'œil de spécialistes, nous caractérisons des mycoses. Éviter dans la mesure du possible tout ce qui est produit chimique qu'on peut appliquer sur les mains, tout ce qui est corps étranger qu'on peut introduire sur le corps pour peut-être embellir la peau. C'est vrai que c'est joli, mais quand les conséquences sont là, c'est des conséquences qui sont difficiles à soigner. Voilà pourquoi nous conseillons aux gens d'éviter dans la mesure du possible de faire ces pratiques. Les faux ongles, un danger. C'est aussi le cas des faux cils, réputés donner un éclat particulier aux yeux. Cet accessoire est devenu le numéro 1 des jeunes filles et des femmes. Non, c'est pour moi-même, Pour être présentable partout où je vais. Ça change un peu le visage, puis ça rend le visage propre. Une femme doit toujours être belle. Voilà pourquoi on vient placer les faux cils chaque semaine. Souvent, ça rend belle, souvent ça change de visage. Voilà, surtout pour les cérémonies aussi, c'est joli. Un succès qui soulage les poseuses de faux cils. Dans le mois pour les faux cils, on ne peut pas compter. Au moins, tu peux avoir au moins dans le mois, au moins de 300 clients. Dans le mois, il peut avoir au moins 100 000, 150 000, 200 000. Cependant, poser des faux cils demande de l'attention, de la patience. Sinon, problème aux yeux. Quand tu forces pour enlever, ça fait un peu mal. Mais quand tu mouilles les yeux avec de l'eau tiède même, ça enlève ça facilement. Autre secret de beauté, la perruque.
Coiffure de faux cheveux d'origine humaine ou synthétique. Dans ce magasin, on ne vend que du 100% cheveux humains et le commerce est rentable. Mais pour chier de qualité, le vrai humain, on va aller dans 5 000. C'est de humain, indien, cela c'est 90 000. La perruque permet de changer de coiffure en un temps record. Mais porter de faux cheveux, est-ce du goût des hommes? Pour ce promoteur culturel, cela pose le problème de l'identité culturelle. Les mèches, les faux cils, les faux ongles, pour moi, n'est pas une bonne chose pour la femme africaine parce que je me dis que la femme africaine doit aller à la beauté en se faisant confiance, en comptant sur ses atouts naturels. Alors, en sachant aussi qui elle est, parce que la femme africaine, je pense que c'est sans exagérer, sans passion, est la femme la plus belle au monde. Phénomène de mode ou tendance actuelle, les faux cils, les faux ongles et les faux cheveux ont un succès indéniable. Entre beauté et danger, une histoire de femme qui aura du mal à disparaître. Voilà, c'était La beauté en faux, un dossier proposé par le service société de la rédaction. Le Burundi est toujours marqué par des manifestations contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Au moins 2 morts et une dizaine de blessés ont été signalés ce jeudi. Au total, plus de 20 personnes sont mortes depuis le début des troubles liés aux manifestations contre un 3e mandat du chef de l'État. La Belgique, ancienne puissance coloniale, menace d'arrêter son aide directe en cas de 3e mandat de l'actuel président. La contestation a démarré le 26 avril dernier, au lendemain de l'investiture de Pierre Nkurunziza à la présidentielle prévue le 26 juin prochain. Actualité nationale oblige, nous allons céder l'antenne à Abiba Dambélé sur place dans le Denguélé pour les temps forts de la visite d'État du président de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Denguélé pour notre journal spécial consacré à la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans les régions du Kabadougou et du Folon. On commence avec cette bonne nouvelle pour les populations d'Odiéné. L'alimentation en eau potable de la ville a été renforcée ce matin. Le président Alassane Ouattara a ouvert les vannes de la station d'eau qui va fournir de l'eau à Odiéné, qui sera ainsi desservie en eau potable jusqu'en 2030. La cérémonie s'est déroulée à Lobanasso, village situé à moins de 10 km de Diéné. Notre reportage. L'eau coule désormais à flot à Lobanasso, premier village de la commune d'Odiéné. Le président Alassane Ouattara a ouvert les vannes, bu l'eau potable, imité en cela par les personnalités venues l'accompagner. Aujourd'hui, 7200 mètres cubes jour. On a aujourd'hui un excédent de 3700 mètres cubes jour par rapport aux besoins de jour. Donc on est vraiment bien au-delà des besoins. Le maire de la commune d'Odiéné, Mme Nasneba Touré Diané, et le chef Touré Famouri ont remercié le président Alassane Ouattara. Les chefs de la région lui ont offert un bœuf et des vivres de la part des populations, dans la pure tradition du Denguélé. La station existante, mise en service en 1972, était vétuste et saturée, ce qui ne permettait pas d'assurer la continuité de service. Ces travaux pour l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable de la population de la ville de Diéné ont coûté 7 milliards de nos francs, dont 3,4 milliards financés par le programme présidentiel d'urgence, le PPU, et 1,3 milliard par le Fonds de développement de l'eau. La mise en œuvre du projet permettra d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable de la population de la ville de Diéné, estimée à 69 582 âmes, de réduire les corvées d'eau des femmes, de disposer de suffisamment d'eau pour toutes les activités socio-économiques et afin d'assurer une sécurité de l'alimentation en eau potable jusqu'en 2030. C'est toujours un immense plaisir de régler les problèmes d'eau, d'électricité de nos populations. Et ici, bien évidemment, à Odiéné, la station de Lobanasso fera que Odiéné n'aura plus de problème d'eau, et ce jusqu'en 2030, c'est-à-dire dans les 15 années à venir. Et moi, j'en suis très heureux, j'en suis très fier. Les populations sorties nombreuses ont exprimé leur joie d'accueillir le président Alassane Ouattara, leur fils, qui apporte le développement partout où il passe. Je remercie le président de la République
de nous avoir donné de l'eau. Parce que l'eau, source de vie. Et nous sommes très contents et nous sommes fiers parce que c'est notre fils qui nous apporte de l'eau. Nous serons toujours à ses côtés et nous le soutenons pour ses œuvres qu'il continue de faire. Et comme on a dit, pour moi, ADO veut dire Action pour le développement d'Odjéné. Tant qu'il n'y a pas l'eau, c'est la mort. Donc on remercie le président de la République pour 20 mandats. Si c'est moi seulement, il n'a qu'à rester là. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le premier président qui met les pieds chez nous ici. Nous souhaitons au président que Dieu le garde longtemps pour nous et qu'il soit éclairé par sa puissance. Il vient de donner la vie à des millions et des millions de personnes. Et cela est vraiment incommensurable. Nous ne pouvons que lui rendre hommage pour ces nombreuses actions qu'il essaie de poser en faveur de toutes les populations ivoiriennes. Après le Banasso, le président de la République a pris congé de ses hôtes pour Minigna, le chef-lieu de la région du Folon, pour son premier meeting dans le district du Denguélé. Justement, première étape de la visite du président de la République dans la région du Folon, le meeting animé par le président Alassane Ouattara à Minigna. La commune située à près de 75 km d'Odjéné a réaffirmé son attachement au fils prodige de la région. Le chef de l'État, à son tour, a promis poursuivre l'œuvre de développement de toute la région. Les temps forts avec Ali Diarra-Souba. Ferveur, enthousiasme, allégresse, la commune de Minignan est fière et heureuse d'accueillir ce jeudi matin le premier meeting du chef de l'État dans le district du Denguélé. Un grand rassemblement place de la mairie de Minignan sur fond d'hommage rendu à l'illustre fils de la région, aujourd'hui président de la République. Passé la passion des retrouvailles, les porte-paroles de Minignan ne manqueront pas l'ultime occasion de dévoiler au président Ouattara leur soif de développement, lequel a été amorcé par Dominique Ouattara, la première dame qui a été saluée par tous les intervenants pour son soutien et le réconfort au département. Particularité de ce premier meeting dans le Folon, pas de doléances particulières adressées au président de la République, uniquement des messages et témoignages favorables à sa cause et à sa réélection à la prochaine présidentielle. Minignan vous félicite d'avoir donné le meilleur de vous-même à ce pays, à ce continent africain, sacrifiant au passage votre brillante carrière professionnelle pour que nous, les pauvres, nous tirions profit de votre intelligence, de votre expérience et de votre tolérance. C'est pourquoi les Folonkas voient en vous leur seul djigui, leur seul espoir. Pour octobre prochain, ce ne sera plus 98,23%, mais 99%. Que non seulement aux élections prochaines d'octobre, nous vous promettons un score de plus de 99%, mais aussi un taux de participation de plus de 90%. Face à un tel engagement, un seul mot de la part du chef de l'État. Merci à tous, merci. Et vous savez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous. Cissé Sendou a dit qu'il n'y avait pas besoin de me lire des doléances. Et il a raison. Nous sommes à la maison, donc nous n'avons pas besoin de nous dire ce dont nous avons besoin. Nous continuerons de faire ce que nous devons et ce que nous avons fait dans tous les secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité. Et ce matin, d'ailleurs, nous venons d'ouvrir la station d'eau qui permettra à toute cette région de ne plus avoir de problème d'eau sur les 15 années à venir. Vous savez, ces travaux continuent, la Côte d'Ivoire est en paix, la sécurité est revenue et la Côte d'Ivoire est au travail. C'est grâce à cette alliance des fils d'Houphouët-Boigny. D'ici, première étape de ma visite, je voudrais lancer des remerciements, une gratitude particulière au président Henri Konan Bédié, qui a été le digne héritier du président Houphouët-Boigny. Pour immortaliser ce passage d'Alassane Ouattara à Minignan, une salle de conférence a été baptisée du nom de son épouse Dominique Ouattara. La place de la mairie qui a abrité cette rencontre porte son nom. Enfin, l'esplanade de la grande mosquée de Minignan porte désormais le nom de Adja Nabintou Cissé, du nom de la génitrice du président.
Pour la petite histoire, Minignan, tiré de la langue odieneka, désigne le serpent bois ou encore le python, animal totémique du village. Minignan est le chef-lieu de la région du Folon, pour ainsi dire la région des bas-fonds. Le département de Minignan a constitué la première étape de la tournée du président de la République dans le district du Denguélé. Arrivé sous le coup de 10h15, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le drapeau et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogwe et 3 sections des forces terrestres aux ordres du chef de bataillon Brahima Doumbia, commandant le 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Les populations de Minignan, chef-lieu de la région du Folon, ont réservé un accueil des plus chaleureux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette visite est, selon elle, porteuse d'espoir pour leur département. Abou Sanogo. C'est à 10h16 qu'un hélicoptère XT-LTI s'est posé sur le terrain de football du lycée de Minignan. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État dans le district du Denguélé et le Folon. Première étape, Minignan, chef-lieu de région du Folon. Chef-lieu qui fait frontière au nord avec le Mali, à l'ouest avec la Guinée et est limité à l'est par le département de Kaniasso, au sud par les départements de Gbeleban et de Samatigila. Les populations des cantons Folon ne se sont pas fait prier pour répondre à l'appel à la mobilisation de leurs élus et cadres. Elles sont sorties très nombreuses pour accueillir leur fils, le président de la République Alassane Ouattara. Cette visite, qui était très attendue, est pour les filles et fils du Folon, porteuse d'espoir. Il est venu, il a vu, il connaît les besoins, il les a touchés du bout des doigts et il fera ce qu'il a à faire. Et ça, c'est un message qui nous a profondément satisfaits. Nous pensons qu'avec cette visite, c'est le top départ du développement de cette région-là, parce que cette région regorge d'énormes potentialités énormes économiques. Un fils qui vient dire bonjour à ses parents et nous sommes très heureux, très heureux, et nous entendons beaucoup de choses du président de la République. Nous sommes tout heureux, tous les enfants de Sokoro sont prêts à aider le président partout où il voudra, en tout cas tout ce qu'il voudra qu'on fasse pour lui. En tout cas, nous sommes très heureux de l'accueillir. C'est une visite qui va porter. Nous l'avons aimé avant qu'il n'arrive, nous l'aimons toujours, c'est notre papa, il est d'ici. Nous lui demandons de continuer parce qu'il est notre source de motivation. Oui, nous recevons notre fils, notre frère, notre père, et nous en sommes très heureux. Il est venu chercher la bénédiction des parents, tout comme au début, et on va lui faire un score honorable. La joie immense, vraiment la joie immense. Ado, c'est un phénomène, on ne peut pas l'expliquer. Je l'ai vu, ça fait plaisir. C'est un pèlerinage pour nous, il n'y a rien à dire, c'est un rêve. Parce qu'on a lancé un slogan Djarassa et les conséquences et les résultats sont là. Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous a permis aujourd'hui de recevoir le Fils prodigue de retour. C'est notre fils, notre digne fils qui vient nous rendre visite, qui vient dans notre département pour nous apporter le développement. Et quelque part, nous nous disons que nous avons bien fait de porter notre choix sur le président Alassane Ouattara. Merci au président de la République de nous avoir honoré de sa visite à Minignan. Et il peut compter sur nous parce que nous avons vu ce qu'il a fait en 4 ans et nous pensons que si nous donnons encore 5 ans de plus, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va bénéficier de son expertise et de sa rigueur dans le travail. Après Minignan, le président de la République était cet après-midi à Kaniasso, deuxième étape de sa visite d'État dans le district du Denguélé. Le chef de l'État a dit sa détermination à poursuivre les investissements en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Retenez que dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, plus de 3,7 milliards ont été investis depuis 2011 dans le département de Kaniasso. Reportage à Ouattouré. Des élèves en plein défilé dans les rues de la ville de Kaniasso. À leur côté, des groupes de danse et d'animation. L'instant est solennel. Ils doivent accueillir dans quelques minutes le président de la République, Alassane Ouattara.
Quand cette hôte spéciale arrive à Kaniasso ou encore la Cité du Bonheur, il y reçoit les honneurs militaires. Après les honneurs militaires, c'est une population chaleureuse qui accueille le président de la République. Des populations qui brûlaient d'envie de le toucher, le voir et lui parler. Ni la chaleur, encore moins la poussière, n'ont été un obstacle pour des populations mobilisées pour lui souhaiter la bienvenue. Pour l'occasion, Kaniasso a battu le rappel de tous ses fils et filles. Les gens sont venus de tous les villages et hameaux, ainsi que de la diaspora. Je suis très heureuse d'être là pour accueillir mon président, parce que même en France, nous on pense encore à Odiéné. Donc on n'a pas voulu être en marge de cet événement historique qui est la venue du président dans le Denguélé. À travers cette mobilisation, Kaniasso veut réaffirmer son engagement à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, à relever tous les défis pour une Côte d'Ivoire moderne et développée. Les réactions avec notre reporter Mamadou Kouassi, les réactions des populations enthousiastes. Honneur que les populations du Folon dans leur ensemble ont accueilli le président de la République pour son premier meeting dans sa visite d'État dans le district du Denguélé. La très forte mobilisation pour accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, qui était très attendu. Il a reçu les remerciements et la reconnaissance. Et Minignan et Kaniasso ont obtenu grâce au PPI d'énormes investissements que nous propose maintenant de suivre Atoubé Eugène. De la ville de Minignan, le programme présidentiel d'urgence annonce sa présence dans le département. Ici, la construction de 1094 classes du primaire a été budgétisée. Le financement de ces classes est du PPU. Grâce à cette action du programme présidentiel d'urgence en faveur de l'école à Minignan, action élargie à l'ensemble de la région du Folon, l'école y est devenue une réalité. Il y a aujourd'hui un fort taux de scolarisation des filles comparativement aux années antérieures. Et ce phénomène où l'on voyait les garçons retenus par les parents, agriculteurs et éleveurs, les jours de classe pour les aider dans leurs tâches au moment des récoltes et de la transhumance du bétail se raréfie. Pour autant, l'école dans la région du Folon est freinée dans son élan par des problèmes structurels et didactiques. Le personnel enseignant, vraiment chaque fois il se plaignent parce qu'il manque beaucoup de choses, il se plaignent, mais nous arrivons quand même à les convaincre de patienter. Parce que ce que nous pouvons faire à nos propres niveaux, on a essayé de le faire. Maintenant, il y a le gros œuvre là, vraiment, il faut attendre l'apport de l'État. Au primaire, il n'y a pas d'école. Au collège, il n'y a pas assez de classes. La PPU n'a qu'à nous aider dans les écoles. Et puis les matériels didactiques. Minignan, Kaniasso. Ces deux départements qui forment la région du Folon sont logés à la même enseigne en matière d'éducation. À Kaniasso, la municipalité prend le problème à bras-le-corps, comme le témoignent ces classes en construction au bénéfice du seul collège dans le département. Ici, les populations se laissent aller à l'idée que leurs attentes pour ce qui est de l'intervention du PPU dans le département de Kaniasso sont trompées. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas route. On aurait souhaité que ce qui avait été dit par le président de la République, les 6 km de goudron à l'intérieur de la commune soit fait. Tout ce qui est développement, dont les autres communes ont bénéficié, les départements ont bénéficié, je souhaiterais aussi que Kaniasso bénéficie aussi de ces mêmes développements. En termes de chiffres, ce sont exactement 2 811 622 000 francs CFA qui ont été investis par le PPU dans les domaines eau, électricité et infrastructures routières. La réalité est que certains travaux sont en cours et d'autres n'ont pas connu le moindre démarrage par la faute des entreprises contractantes. Du coup, les populations ont le sentiment que rien n'est fait relativement aux énormes besoins et les nombreuses préoccupations qui sont les leurs. Dans la région de Folon, c'est les problèmes d'infrastructure. Nous avons des problèmes de ponts. L'exode rural est très poussé dans la région de Folon, mais la région est simple. C'est parce qu'ici, il n'y a pas de structure vraiment industrielle qui puisse retenir les filles et les fils de la région de Folon. Mais en ce qui me concerne, l'espoir est permis parce que nous avons vu le président de la République à l'œuvre. Partout où il a promis, partout il a réalisé. À ce jour, y compris les travaux ordonnés par l'arrivée du président de la République dans le district
du Denguélé, ce sont 13 milliards 168 millions que le PPU a injectés dans la région du Folon. 6 milliards 237 millions de francs CFA dans le domaine électricité, 1 milliard 396 millions dans le domaine de l'eau et 5 milliards 535 millions pour ce qui est des infrastructures routières. On note beaucoup de lenteur dans l'exécution des travaux, mais la population se félicite de ce que, grâce au PPU, l'ouverture de voies a permis aujourd'hui le désenclavement et une meilleure accessibilité de cette région, dont le chef-lieu, Minignan, attend toujours ses 4,5 km de goudron promis par le président de la République et exécuté par le PPU. Voilà, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, nous vous proposons le meeting de Kaniasso avec notre reporter Awa Touré. Kaniasso, la deuxième étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, a tenu toutes ses promesses. Les populations des cantons Toron, Toudougou, Folo et Vandougou se sont fortement mobilisées pour exprimer leur joie de recevoir leur neveu, le président Alassane Ouattara. Un grand jour donc pour Kaniasso, la cité du bonheur. À Kaniasso, où le vivre ensemble est, selon le maire Moussoukura Chantal Fani, une réalité. La population du département de Kaniasso est devant vous, dans ses composantes les plus représentatives et les plus symboliques du mode de vie et des conditions d'existence qui n'aspirent qu'au mieux-être. Bien vivre, bien s'épanouir, non pas seulement sur le plan nutritionnel, mais également dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'économie et de la culture. Cette population est dans la joie de vous recevoir, Monsieur le Président. Et me charge de vous dire que nous voudrions pouvoir compter sur vous, chers neveux, chers pères, pour relever le défi, car vous êtes le président de cette illustre République de Côte d'Ivoire moderne, fondée par le président Félix Houphouët-Boigny, et vous en êtes capable. Pour le porte-parole des populations, le député Koné Draman, Alassane Ouattara est la solution pour Kaniasso, un département qui a bénéficié dans le cadre de cette visite d'État de près de 2 milliards 800 millions de francs CFA d'investissement dans le domaine de l'eau, de l'électricité et des infrastructures routières et 900 millions d'investissements d'urgence. Le chef de l'État entend poursuivre ces investissements dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et du programme national de développement. Le président de la République s'est dit confiant en l'avenir de la Côte d'Ivoire avant de saluer le sens du sacrifice des populations du Folon. Nous savons à quel point cette région a besoin de reconnaissance et de reconstruction. Et je voudrais vous dire que c'est dans l'union que nous pourrons continuer de faire ce que nous faisons actuellement. Je vous demande seulement, chers parents, de me faire confiance. Faites-moi confiance et je voudrais vous dire que aujourd'hui, c'est le 21 mai 2015, la date de mon investiture à Yamoussoukro. Donc à 4 ans, voyez-vous ce qui a été fait. Et grâce à votre soutien et à la perspective d'avoir un second mandat, nous allons faire encore beaucoup plus que ce que nous avons fait en 4 ans. Je suis confiant quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, les choses vont aller encore de mieux en mieux. Les visites d'État sont aussi l'occasion pour le président de la République Alassane Ouattara de développer les infrastructures et de fournir des équipements, des véhicules de commandement, de sécurité et de salubrité. Voici maintenant quelques réactions recueillies par notre reporter Mamadou Kouassi. Tout ce que le président nous a dit est allé droit parce qu'on a vraiment confiance au programme du président de la République et nous sommes certains que notre région, la figure de la région va changer après cette visite du président de la République. Il a fait beaucoup de promesses, mais je crois que ces promesses seront repassées, c'est ADO la solution. Nous savons qu'avec ADO, rien n'est impossible et nous avons foi à ce que le département sera développé. Et nous allons amorcer le train de l'émergence 2020 avec le chef de l'État, Inch'Allah. C'est un message réconciliateur. C'est très bon de voir un digne président revenir sur cette terre après des années, revenir prendre la bénédiction, prier pour la Côte d'Ivoire, pour une paix durable, pour la réconciliation de tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Nous pensons, nous, jeunes,
de Côte d'Ivoire, nous pensons que c'est une très belle initiative. Nous voyons partout où il est passé que les infrastructures sont en train de sortir de terre. Donc en tant que fils de la région, il était important pour nous d'être présents à cette cérémonie. Alassane Ouattara, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il faut l'accompagner pour qu'en octobre 2015, il soit réélu. Aujourd'hui, quand on voit les chantiers dans le pays, c'est une fierté pour toute la diaspora. Le président, ce qu'on s'entend ici aujourd'hui, ce qu'on a vu à Abidjan, ce qu'on a vu l'infrastructure, ce qu'on a vu l'économie. Nous qui sommes de la diaspora, nous ne doutons plus rien, nous comptons à rentrer. On est fiers d'être au Djeneka, on vient de Kanyasso. On est très content de sa visite de notre département. On soit ensemble, le Denguélé reste toujours le Denguélé. Le Conseil des ministres s'est délocalisé dans le Denguélé hier mercredi. Le Conseil s'est appesanti sur le projet de décret portant organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire. Il s'agit en fait de la mise en application effective des organes que sont l'Assemblée et le Directoire des rois et chefs. Compte rendu Jérôme Kofi à Volin. Le Conseil des ministres a Odiéné, conseil dans le cadre de la visite d'État de 5 jours du président de la République Alassane Ouattara dans les régions du Kabadougou et du Folon à partir du 20 mai 2015, c'est-à-dire ce mercredi. Le Conseil, conformément à ses principes, a pris de nombreuses décisions. Lors du point presse, le porte-parole du gouvernement a insisté sur le projet de décret portant réorganisation et fonctionnement des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce décret définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce décret précise, par exemple, que seuls sont reconnus comme étant membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels les autorités traditionnelles constituées par les rois, les chefs de canton, les chefs de province, les chefs de tribus, dont l'existence des institutions est continue et active depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960 jusqu'à l'avènement de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. Ce décret précise également les organes qui sont prévus. Ces organes sont premièrement l'Assemblée des rois et chefs traditionnels. C'est une assemblée importante puisqu'elle va être constituée de 2 représentants de tous les départements de Côte d'Ivoire. Cette assemblée va être complétée avec un directoire qui va être l'organe exécutif. L'Assemblée, c'est l'organe de décision. Et pour que tout cela marche au quotidien, il va être mis en place un secrétariat général dont la mission va être de regrouper les services techniques nécessaires au fonctionnement de la Chambre. Délocalisation de circonstances oblige. Le Conseil, après avoir entendu le préfet de région du Kabadougou, qui a pris part à la réunion, a décidé de plancher sur les problèmes de développement de la localité. Le préfet a dressé un état des lieux des infrastructures, des activités socio-économiques de la région, a évidemment évoqué les difficultés auxquelles la région est confrontée. Et le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations. Le Conseil s'est engagé à y apporter des réponses concrètes. Et le chef de l'État, avant la fin de sa mission ici, dévoilera, je pense, tous les aspects des recommandations et décisions qui ont été prises au cours du Conseil des ministres. Ces mesures vont contribuer à redynamiser l'activité économique dans la région, vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations, vont contribuer à améliorer les infrastructures, par exemple, vont permettre aux populations de disposer de plus de ressources. Le Conseil, en prenant congé, s'est félicité de la bonne ambiance qui a prévalu à la préfecture d'Odiéné, où s'est déroulée cette réunion. Le président de la République est allé soutenir son épouse à la cérémonie du FAFSI cet après-midi. Il a annoncé aux femmes l'augmentation du FAFSI à hauteur de 8 milliards de francs en fin 2015, au lieu de 6 milliards actuellement. Pour les femmes d'Odiéné, l'enveloppe passe de 200 millions de francs à 400 millions de francs. Les femmes du département d'Odiéné étaient donc à l'honneur cet après-midi. La première dame, Dominique Ouattara, a pris rendez-vous avec elle au stade Mamadou Koulibaly de la ville
pour leur faire don de nombreux lots de matériel, coût total 315 millions de nos francs. Nous y reviendrons. La première dame de Côte d'Ivoire était hier au centre Arc-en-Ciel, situé au sein du centre Pietro Bolini à Odiéné. Ce centre accueille les orphelins et enfants abandonnés dont l'âge varie entre 1 et 2 ans. Dominique Ouattara a fait un don en équipement et en espèces d'un montant total de 12 500 000 francs. Reportage Alexis Ouedraogo. La vie est belle quand elle est vécue dans la charité. Cette maxime, Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État, se l'approprie. Avant son arrivée ce mercredi aux côtés de son époux à Odiéné, déjà 5 départements avaient reçu ses émissaires, les bras chargés de cadeaux. Pour ce jour, c'est le centre Arc-en-Ciel qui lui ouvre ses portes. L'occasion pour sœur Monica Ocello, responsable du centre, de présenter ses doléances. Nous sommes avec les enfants jour et nuit. Nous sommes auprès d'eux quand il faut leur premier pas, ou quand ils prononcent leurs premières paroles. Nous sommes présents aussi quand ils sont malades. Nous vous demandons de nous aider à pouvoir suivre efficacement nos enfants. Il nous faudrait donc une voiture adaptée en fait d'accompagner les enfants dans leur famille et d'y effectuer des visites régulières. Il faudrait aussi une subvention qui nous permettra de donner des kits alimentaires et d'hygiène. Ouvert depuis 2011, le centre recueille les enfants dont les mères sont mortes en couche. Un combat noble que salue la première dame. Depuis Abidjan, on m'a beaucoup parlé de ce centre merveilleux, magnifique, que j'ai pu visiter. Et je voudrais vraiment féliciter la sœur Monica et tout le personnel du centre Pietro Bonillo. C'est magnifique, c'est merveilleux. Vous faites un travail extraordinaire. J'ai bien entendu vos doléances. Nous allons essayer de vous obtenir une subvention au niveau de l'État. Au niveau de la Fondation Children of Africa, nous aidons également des ONG, des centres. Et je peux vous dire que nous allons vous aider régulièrement et pas seulement pendant les fêtes de Noël. Je vous le promets. Des dons d'une valeur de 12 millions de francs CFA que saluent les employés du centre. Avec ce qu'elle a donné, désormais, on va améliorer encore la prise en charge de ces bébés abandonnés et ces bébés dont les mères sont décédées. On est très heureux pour les dons, surtout pour les enfants d'Arc-en-Ciel, surtout au niveau des projets aussi qu'on aimerait mettre en place pour pouvoir les suivre, surtout après le retour à la maison. Et les bras de la première dame sont encore chargés, c'est tout le dinguélé qu'elle compte bien sillonner. C'est la fin de ce journal spécial, mais retenez que demain vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, sera à Gbéléban, le village de sa mère, Adjanabitou Cissé. Il va inaugurer à partir de 10 h en compagnie du président guinéen Alpha Condé le pont reliant les deux pays. Et puis le président Alassane Ouattara va animer un meeting. Dans l'après-midi, il sera à Samatigila. Bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt. Voilà, merci à vous, Abiba Dambélé. Demain, on retrouve Ali Diarasouba pour la présentation de cette édition spéciale consacrée à cette visite d'État du président de la République dans les régions du Kabadougou et du Foulon, district du Denguélé. Après ce 20 h, RTI 1 vous propose l'émission Parlons franchement, présentée par Bouaka Pascal, avec comme invité Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR. Il sera question des grands enjeux politiques au regard de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Merci de nous avoir suivis ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme. À demain 20 h.